Sur la radio Ici et Maintenant 95.2 dans le cadre de l'émission Cyberculture. Aujourd'hui nous recevons Christophe Villeneuve, grand activiste dans le domaine de l'open source et plus particulièrement dans PHP, et aussi Thomas. Salut à vous. Bonjour les gars. Bonjour. Comment ça va ? Bah ça va et toi, la forme ? Ça va très bien. Allons-y gaiement alors. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Bah de rien, hein. T'es un grand activiste français dans l'open source, ça court pas les rues, donc nous sommes très heureux de t'accueillir. Hein. Je suis heureux d'être là et je sais qu'on est écouté à travers le web, à travers la France et aussi à l'étranger. Ouais bah c'est une bonne chose, hein. Cyberculture va devenir internationale, hein. C'est une bonne nouvelle. Waouh. Et faut pas oublier que c'est aussi antenne libre aujourd'hui, donc auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations, partager vos réflexions au 08 92 23 95 20. T'es toujours là ? Je suis toujours là. Toujours là. Bon, on va commencer messieurs. Alors Christophe, déjà qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu ? Alors je m'appelle Christophe Villeneuve. Oui. Je suis consultant PHP pour une compagnie qui s'appelle Alterway. Ok. Cette compagnie, elle est orientée tout ce qui est logiciel libre et open source. D'accord. C'est-à-dire que tout l'univers de l'open source, c'est pour ça aussi, c'est le thème de l'émission. C'est pour ça que je suis aujourd'hui présent avec vous pour parler de ce phénomène. Enfin, c'est pas un phénomène open source, mais cette tendance. C'est une nouvelle tendance informatique qui prend de plus en plus son essor. C'est une tendance depuis plus de 10 ans maintenant, qui prend son importance, et tous les acteurs principaux du monde entier, quel que soit le secteur d'activité, s'intéressent, et bien sûr se penchent dessus pour pouvoir faire la promotion et sortir des nouveaux outils. D'accord. Alors déjà, pour éclaircir un peu les propos, PHP, que se cache derrière ce nom barbare ? C'est vrai que c'est super barbare. Hein. Bah ouais, qu'est-ce que c'est le PHP pour un auditeur lambda ? Alors le PHP, ce que l'on peut dire, ça a été créé en 1995. C'est-à-dire maintenant il y a plus de 10 ans. Ok. C'est la même année qu'a été créé le Java. Java est parti vraiment très fortement au niveau présence. Mais qu'est-ce que c'est Java et PHP ? Alors, qu'est-ce que c'est que ces bidules ? Java, c'est un langage. Oui. PHP est un autre langage. Donc on parle de langage de programmation sur ordinateur. C'est bien ça. C'est bien ça. Le Java est plus orienté, on va dire, logiciel. C'est comme ça que l'on peut trouver de nos jours des logiciels qui s'appellent OpenOffice, LibreOffice. C'est fait en Java ces trucs. C'est bien fait en Java. Il y a des modules qui existent qui permettent de proposer des outils de développement qui permettent, donc on en reparlera tout à l'heure. Le PHP, on va dire, est plus orienté web, c'est-à-dire Internet. Le web, c'est ce que l'on utilise. Le web se navigue par le biais d'un navigateur. Mhm. Le navigateur, vous en avez tous dans vos ordinateurs. Il s'appelle Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, puis il y en a encore d'autres. D'accord. Alors pour résumer un petit peu, c'est un langage de programmation dont on voit le résultat sur notre navigateur Internet préféré. C'est bien ça. Le langage PHP permet, donc c'est un langage, on va dire, proche du C. On s'attaque vraiment très très proche. Donc le C, c'est un peu le langage historique de programmation, entre guillemets. C'est un peu une des bases fondatrices. La majorité des langages sont basés sur du C, puisque le C est un des premiers langages qui est toujours d'actualité et toujours présent dans les hit parades de classement. Et par exemple, on peut dire par exemple les firmware, donc les logiciels embarqués des boîtes de télé, c'est fait en C. La plupart du temps. La plupart du temps. Après, il existe d'autres langages qui sont plus adaptés pour aussi bien de l'assembleur que d'autres langages prévus pour manipuler ou contrôler directement les objets, enfin toute cette partie électronique. Puisque là, c'est directement la programmation système.
Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le langage PHP, en plus que ça soit un langage on va dire de script, c'est que lorsqu'on a généré une ligne de programmation, on obtient le résultat de suite, sans besoin de repasser par des compilateurs nécessaires pour voir le résultat. Ouais, Cette interprétation est liée, entre autres, Java doit être compilé pour pouvoir voir le résultat. Et s'exécuter dans une machine virtuelle pour voir le résultat, ce qui est assez lourd comme manipulation en général. C'est assez lourd et compliqué pour quelqu'un qui veut se mettre dans ce langage. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'utilisateur lambda, pour moi, je vais rentrer dans le PHP, je vais rien comprendre, et j'ai envie d'avoir mon blog aujourd'hui, et surtout d'avoir un blog indépendant, au sens où j'ai pas forcément envie d'héberger mon blog gratuitement, et j'ai envie d'avoir mon propre système. Donc là, tu me parles de PHP, tu me parles de compilation, je suis en train de perdre mes cheveux là. Donc, pour parler de PHP, le PHP se trouve du côté serveur, c'est-à-dire que proprement parlé, pour sortir un blog, il existe des outils qui permettent d'aider les personnes, les utilisateurs à réaliser son propre blog personnel sans besoin de connaître le langage. Parce que depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis la création du langage, on n'est plus obligé de créer 100% des lignes de code et des codes pour réaliser un site internet. Alors que maintenant, il existe des interfaces, des outils et aussi des gestionnaires de contenu, des frameworks, on va peut-être rentrer tout ceci en détail, Ouais. qui permettent de pouvoir générer directement un site internet par le web, dans son espace. En gros, ce que tu dis, c'est par exemple, on va sur notre plateforme de blog préférée, on va prendre au pifomètre Skyblog, ce qui est quand même le plus connu, il me semble, enfin très répandu du moins. On se connecte sur notre interface d'administration, on remplit nos sites. Et derrière, la plateforme de blog va générer le PHP nécessaire pour à la bonne marche de notre blog quand les utilisateurs se connecteront dessus pour voir le contenu. C'est ça l'idée. L'idée, c'est bien ça. Le seul truc, c'est que Skyblog ou n'importe quel site qui propose le partage de blog, vous n'êtes pas propriétaire de votre contenu. C'est directement, c'est une plateforme de blog, donc vous allez être un peu coincé au niveau habillage dans le catalogue de vos choix. Ouais, C'est un catalogue déjà tout prêt, prédéfini. Faut bien distinguer que PHP c'est côté serveur, donc côté la machine qui exécute le code pour le renvoyer à notre navigateur, alors que la partie visuelle, donc c'est un autre langage. Là on peut prendre HTML, JavaScript, CSS et consorts. C'est deux choses différentes. Ce sont deux choses distinctes. Le PHP c'est côté serveur. Tout ce que vous pouvez voir au niveau animation sur les sites quels qu'ils soient, les diaporamas, tout ceci, c'est un autre langage. C'est du côté front. C'est orienté HTML, du JavaScript, du CSS, du HTML5. Enfin, maintenant, on arrive il faut faire la distinction entre la partie visuelle et la partie gestionnaire avec une base de données. Ok. Bon, après ces petites définitions, je pense qu'on a à peu près cadré notre histoire. Là, on va en venir. Alors, Christophe, tu bosses beaucoup dans l'open source français, dans le logiciel libre. Déjà, c'est quoi la différence entre les deux? Et tu peux nous donner un peu tes œuvres? Alors, en niveau, avant de définir exactement ce que c'est de l'open source, du logiciel libre, en niveau réalisation, donc je suis auteur de livres. Donc, j'ai un ouvrage qui est encore en kiosque, qui s'appelle Construisez votre application, qui permet de faire un carnet d'adresses directement en multicompte par le biais d'Internet. Donc il existe 3 dérivés et l'application est téléchargeable gratuitement. J'ai une question. À chaque fois que tu proposes une application, c'est toujours le carnet d'adresse. Pourquoi tu proposes pas autre chose, hein? Je sais pas, fabriquer son site. Là, Alors, le carnet d'adresse, t'avais un problème avec ton carnet d'adresse personnel? Non, je n'ai pas de problème de ce point de vue-là. Le seul truc, c'est l'éditeur était très intéressé par cette idée. Et on va dire que tout le monde a besoin d'un carnet d'adresses, un calepin, un papier, un stylo, comme avant. Le seul truc, c'est que maintenant on arrive sur des systèmes, on a tous des ordinateurs, des iPhones, enfin des smartphones plutôt. Et tout ceci, c'est directement électronique. Donc autant avoir directement la même chose qu'un carnet d'adresses, mais par le biais d'Internet. Son propre environnement, son propre carnet d'adresses,
avec la possibilité de rajouter des informations, de l'exporter, de communiquer avec d'autres choses. Donc tout ceci, c'est, on va dire, le carnet d'adresses reste toujours un carnet d'adresses. On est toujours content d'avoir nos amis proches de nous, au téléphone, l'adresse, Internet, etc. Donc c'est pour ça que cette idée de carnet d'adresses dans cet ouvrage. Bon, bien sûr, je suis aussi auteur de nombreux articles dans différents magazines. Des magazines informatiques connus, je suppose. Magazines informatiques, je peux peut-être les citer. Bah bien sûr. Hein. Donc il existe, donc il y a un magazine programmé, Linux Pratique, Linux Magazine, MISC, PHP Solutions. Donc ce sont, on va dire, les gros... C'est les gros acteurs du marché. C'est les gros acteurs du marché. J'ai pas tous les mois des articles dans chaque parution, mais régulièrement j'essaie d'apporter un peu de PHP et puis surtout de le partager auprès des lecteurs, aussi bien écrit que par le biais d'Internet. Par le biais d'Internet, eh bien, il existe nexen.net, aussi un autre site que je maintiens, où que dedans on parle vraiment de l'actualité du jour pour le jour. Bon, aujourd'hui vous ne verrez pas d'actualité puisque j'ai pas le temps de les préparer, mais bon, ce soir ça sera fait. Ça sera fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'aussi passionnant dans le PHP? Toi, pour recoller avec le côté logiciel libre et open source, à mon avis c'est passionnant, parce que c'est aussi parce que c'est open source et c'est un logiciel libre. Alors, tout à l'heure tu m'as posé une question, la différence entre logiciel libre, open source, logiciel libre, la partie commerciale. Tout ceci, donc, ce sont des termes que l'on peut lire, que l'on peut voir. Le logiciel commercial, c'est propriétaire, donc maintenu par une société d'édition. Le logiciel open source, c'est le code, il est libre. Vous pouvez le réutiliser autant que vous voulez. Vous pouvez reverser auprès de cette communauté, quel que soit le langage, la partie que vous avez développée ou rajoutée. Ce sont, on va dire, un esprit de brique qui permet, donc la majorité de ces logiciels open source sont maintenus et sont soutenus par des sociétés aussi. Mais là, par contre, pas avec la même vision d'approche business et vente des licences, mais plus, elles sont là pour intervenir, pour apporter du service, un savoir-faire, vous aider dans la réalisation de vos projets. Et le logiciel libre, c'est maintenu par une communauté qui est encore différent, qui œuvre, on va dire, c'est par le biais de, souvent la majorité, soit des indépendants ou des associations, qui permettent de développer et maintenir un logiciel. C'est comme ça que l'on peut retrouver, par exemple, on va prendre le cas classique, donc un logiciel bureautique. Donc en propriétaire, on a la suite Office. La suite Office. On a eu, il y a quelque temps, OpenOffice, qui est un logiciel open source. Et depuis peu, enfin depuis quelques mois et quelques années maintenant, on a LibreOffice, qui est encore une autre distribution différente. Et LibreOffice a l'objectif de pouvoir être 100% libre et non tributaire d'une société ou d'une compagnie. Donc c'est ça la différence entre ces trois approches. Et le langage PHP, eh bien c'est la dernière catégorie. C'est libre, tout le monde peut s'en servir, tout le monde peut s'en attribuer un morceau, le redistribuer auprès de la communauté pour faire évoluer le langage, l'améliorer, ce qui est toujours très important de faire évoluer un langage, de pouvoir proposer de nouveaux outils. Ces nouveaux outils, bien sûr, après peuvent passer dans la catégorie open source. Par exemple, beaucoup de frameworks ou quelques CMS sont passés sur cette catégorie, c'est-à-dire que c'est maintenu par une société. Juste faire une petite parenthèse, framework, c'est, on va dire que c'est un ensemble d'instructions d'un langage prédéfini qui nous facilite déjà la vie. En gros, c'est déjà une boîte à outils d'un langage qu'on nous donne pour aller plus vite. Typiquement, dans un framework, pour faire du PHP, donc une page internet, au final, on peut avoir un composant pour créer un formulaire rapidement et pas tout se taper à la main. Bah, c'est surtout aussi le fait d'avoir un code organisé et de pouvoir le passer à un autre programmeur et qu'il puisse s'y retrouver dans une certaine organisation aussi. Hein. Exactement, c'est une structure de pensée. Enfin, on impose un modèle de pensée pour programmer. C'est par exemple, pour reprendre l'analogie des langues, par exemple, quand on parle en français, on va pas s'amuser à mettre le complément en début de phrase. Bah là, le framework impose ça. Le complément ira en fin de phrase. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'il faut le voir.
C'est une norme tout simplement pour C'est une norme, pour s'y exactement, retrouver. ouais. C'est une norme qui permet d'industrialiser, enfin on va dire de normaliser les développements. Il y a un point là que tu as parlé tout à l'heure, c'était l'aspect communautaire. Aujourd'hui, je sais que toi, tu es assez activiste sur cet aspect communautaire. Et est-ce que tu peux en parler un peu plus ou là-dessus, par exemple, les différentes associations sur lesquelles tu agis? Donc les différentes associations tournent principalement autour de PHP. Il y a une antenne qui s'appelle l'AFUP, l'Association française des utilisateurs de PHP, qui a l'objectif et surtout l'envie de faire la promotion de PHP depuis ses débuts, c'est-à-dire la promotion auprès des professionnels. Bien sûr, le langage PHP est aussi ouvert pour les particuliers et maintenant de plus en plus les écoles et le cursus scolaire s'intéressent à cette technologie parce que tous les développeurs doivent, et il est quasiment indispensable, de pouvoir, même les futurs, de pouvoir connaître et d'utiliser le PHP. Alors bien sûr, c'est une approche, donc la FUP, on va rentrer peut-être un peu plus en détail sur la FUP. Ouais. Donc la FUP, régulièrement, l'objectif, en plus de faire la promotion de PHP, c'est surtout de pouvoir organiser des apéros. Bon, ça c'est le côté fun, hein. c'est le côté fun. Le mois prochain, il y a un forum PHP à Paris qui permet de réunir les différents acteurs de la scène PHP, des professionnels et aussi ouvert au public pour pouvoir, le biais de conférences, de pouvoir de découvrir PHP, dans quels moyens on peut s'en servir. La FUP aussi a lancé depuis l'an passé un PHP Tour, c'est-à-dire que il y a des événements dans différentes villes qui sont organisés. Donc PHP Tour, c'est une fois par an. Là, cette année, ça a lieu en novembre à Nantes. Des antennes ont été créées, ce qui permet de pouvoir directement, vous qui vous trouvez en province, d'avoir une antenne PHP, donc des personnes qui sont impliquées dans ce langage pour pouvoir parler par le biais de rendez-vous, de mini-conférences. On maintient un livre blanc pour montrer l'importance du langage et pourquoi il est aussi massivement utilisé. Et pourquoi vous avez un aussi joli logo. Donc faut que tout le monde le voit, l'éléphant bleu. Alors l'éléphant a son site, c'est pas l'éléphant bleu que l'on peut connaître. Donc c'est une mascotte. Belle mascotte, mais pourquoi c'est un éléphant bleu ou rose? Déjà, l'éléphant a été créé par Vincent Pontier, qui s'appelle connu sous El Rubio, que je le salue parce que je sais qu'il nous écoute. L'éléphant a un site, donc l'éléphant représente comme quoi c'est un langage modulable, puissant, et qu'il sait s'adapter suivant son terrain. Le PHP correspond à ce langage. Donc un jour, il a créé cette mascotte. Bon, bien sûr, il y a aussi l'autre approche, que lorsqu'on découpe l'éléphant en plusieurs morceaux, la partie de devant représente un P, la partie de derrière de l'éléphant représente l'autre P mais à l'envers, et au milieu, on a le H. C'est pas faux. Et ce qui permet de faire aussi PHP. Et le PHP, alors on m'a souvent posé la question pourquoi bleu? L'éléphant bleu a été réalisé parce que le logo PHP est en bleu, donc c'était normal que la peluche soit en bleu pour bien montrer la distinction que l'éléphant il est bleu. Alors depuis, bien sûr, il y a eu des petits, puisqu'on en est maintenant à la 6e portée. Et on a aussi l'éléphant rose qui est sorti, que vous avez pu voir sur l'écran. Oui. Ou directement aussi, on peut y accéder par elephant.com, un site vraiment dédié à l'éléphant. Ce que je veux dire, que je retrouve ma question. Donc l'éléphant pour le côté puissant et sympathique de la chose. Jusque là, pas de problème. Mais comment dire? Donc on a un invité exceptionnel, le créateur de l'éléphant. Donc, le créateur de l'éléphant, bienvenue monsieur le créateur de l'éléphant. Alors là tu es en ligne. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors je suis content d'assister en direct à cette émission. Alors je me suis dit je peux être de la fête. Je voulais faire un petit coucou à Christophe Villeneuve qui fait un travail fantastique.
à la communauté PHP. Et puis voilà, je profitais de Tu pourrais cette juste baisser. opportunité du direct pour faire un coucou. Tu pourrais juste baisser la radio s'il te en plaît ligne. parce qu'il y a un retour s'il te plaît. Tu pourrais juste couper la radio. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Ah, c'est parfait. Hein. Voilà. Merci. Donc c'était pour faire un petit coucou à tous les gens de la communauté PHP qui peuvent écouter l'émission en live et puis faire un petit coucou à Christophe. Et tant qu'on y est, je parlais de pourquoi l'éléphant en peluche, pourquoi la mascotte était réalisée qui représente, on va dire, un éléphant. Peut-être que tu as aussi un petit peu d'informations à nous communiquer puisque tu es le créateur du logo. Il y a Olivier tout à l'heure à l'antenne, il avait une supputation sur l'origine. Dans Dembo, il y a la vol des éléphants à un moment où il y a des éléphants bleus, des éléphants roses. Est-ce que ça a eu une influence ou ça n'a rien à voir? Non, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Effectivement, à l'origine, c'est plutôt ce que disait Christophe, c'était les lettres PHP qui dessinent en fait un éléphant. Ok. Voilà, et il était bleu à l'origine, et puis bon, petit à petit, il a décliné pour les filles, puisque PHP Woman, les filles c'est un langage qui s'ouvre aussi aux dames, puisque c'est pas un langage sectaire pour les garçons, donc il y a eu une version rose qui a été faite pour PHP Woman. Ah, je vais me remettre au PHP, promis. Ah oui, ça, vous prenez un peu la tendance des Java User Group où c'est de plus en plus ouvert aux filles en général. C'est un peu dans cette optique. Bah oui, à l'époque où on parle de parité, je pense que c'est important sur ces métiers qui sont toujours vus un peu comme des métiers de geek et de garçons. Je pense qu'il faut aussi voir que les filles peuvent s'y intéresser, et puis il y a de la place pour elles aussi. Bah c'est tant mieux, c'est Ouais. tant mieux. Et Il y a combien d'éléphants aujourd'hui? La multiplication des cellules des éléphants, il y en a combien sur Terre? Là, on en est à la 6e portée, mais donner un chiffre comme ça, c'est par milliers, par centaines de milliers, mais exactement parce que il y en a dans le monde entier. Donc bientôt, il y aura aussi des photos qui vont être diffusées à travers le web, avec l'éléphant un peu partout, avec des animaux, avec le même principe que Amélie Poulain, ou que dedans, toute une photo, enfin dans le monde entier. Chaque vue est représentée avec un éléphant. Donc on a beaucoup de photos prises par des fans ou des parents d'éléphants qui qui me les ont fait parvenir et ensuite on va les partager auprès de tout le monde. Voilà, donc je rebondis sur ce que dit Christophe, c'est important parce que finalement la communauté PHP, l'origine de tout ça, c'est quand même le partage, le respect des autres, c'est finalement l'info qui est partagée. Et en fait, moi, je suis assez attaché à ces valeurs-là et le fait de partager un peu comme Amélie Poulain cet éléphant, ça permet en fait de partager les valeurs, de montrer qu'on est dans le communautarisme positif. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on veut véhiculer avec cet éléphant qui se balade avec des photos un peu partout dans le monde. c'est pour le côté un peu fun. Enfin, il y a eu pas mal de buzz sur internet avec des gens qui se mettent en scène avec des objets assez remarquables. Là, vous faites pareil. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'initiative. C'est très drôle et ça fait parler de la chose, comme tu dis, du point de vue communautaire, mais positif. C'est Voilà. le côté échange, convivial. Et on vous invite à ceux qui ont Google sous la main d'aller taper les PHP dans votre moteur de recherche et vous allez voir un peu les images qui sont déjà présentes dans le monde. On va y Oui. aller tout de suite. Mais tout n'est pas diffusé, j'en ai encore dans les cartons. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut pas diffuser ou Non, c'est faute de temps. Mais oui, il y en a aussi certaines qu'on peut pas diffuser. Est-ce qu'il y a d'autres versions de l'éléphant? Là, on a le rose, on a le bleu. Est-ce qu'il y a l'éléphant noir, l'éléphant jaune, l'éléphant martien Alors surtout, celle qu'on ne devait pas dévoiler aujourd'hui, c'était, comme toute star digne de ce nom, l'éléphant à son sextape. Non, vous avez osé faire ça. C'est fort. Voilà. Donc il existe, oui, il y a beaucoup de demandes autour de différentes couleurs, de différents coloris, mais ça prend toujours du temps. Donc les autres couleurs vont arriver, mais il faut déjà, on a le bleu, on a le rose, qui permettent de répondre à beaucoup de demandes. de juste la demande de l'avoir. Parce qu'on sait qu'on m'avait dit que c'était assez important d'avoir son éléphant bleu à côté de soi lorsqu'on codait. Je sais pas pourquoi, mais il faudrait que tu m'expliques ça. Alors il est très important d'avoir un éléphant à côté de soi, parce que ça permet de se motiver, de pouvoir débugger aussi, et puis aussi envers les collègues, de faire énormément de gros jaloux, parce que tout le monde ne peut pas avoir un éléphant près de lui.
Ah, vous m'avez convaincu, maintenant il faut que je reparte avec un éléphant chez moi. Ah, c'est plus Vous possible. êtes obligé. Je vais être obligé de vous laisser. En tout cas, merci à tous et merci pour cette initiative qui semble très positive aussi pour faire connaître l'éléphant et puis la communauté PHP. Merci Christophe pour toute l'énergie que tu mets là-dedans et merci à la radio ici et maintenant. Bah merci à toi, hein. Merci beaucoup. Tu es toujours le Merci. bienvenu. Bonne Merci. continuation. Toi Au aussi, revoir. à bientôt. Oui, alors Après, Là, on a un auditeur qui veut intervenir, petite intervention sur les éléphants. bah Donc allons-y. c'est Titan, si j'ai bien compris. Tu es en Oui, ligne. bonjour. oui, bonjour. Bonjour. Ben, ça me faisait penser à une petite blague. C'est un éléphant qui est attaqué par un lion et qui se fait couper la trompe. Alors, il va voir sa femelle et puis il lui dira, je suis embêté, j'ai plus de trompe. Ah non, c'était pas la trompe qui se faisait couper, excusez-moi, c'était autre chose, le zizi. Alors, elle dit, bah c'est pas grave, tu me tromperas. J'ai pas tout compris. Il s'est fait couper le zizi, Non, l'éléphant. Alors, Ouais, il dit, je ouais, suis ouais. embêté. À sa femelle, j'ai plus de zizi. Elle dit, bah c'est pas grave, tu me tromperas. D'accord. Et t'as une question sur PHP ou sur l'informatique, l'ami? Bah, je vais te dire un truc, moi, je sors de Diablo 3, là, qui vient de sortir. Ouais. Je suis complètement dans le brouillard parce que ça fait 3 jours que je joue sans dormir. Puis j'ai dit, je vais quand même écouter un peu ici et maintenant. Et puis j'entends les enfants roses, des machins. Alors je sais pas si vous parlez de drogue synthétique, Non, de on- galérium trémos. Non, on parlait de la mascotte PHP qui a un éléphant bleu ou rose. Donc je la remonte, hein. C'est ça, si tu vois sur ton écran. On parle de ce petit éléphant qui est la mascotte d'un langage de programmation. Ah, bah, d'accord. Bah, tu vois, excusez-moi, je crois que vous parliez de psychédélique ou je sais pas quoi, de LSD. Non, c'est pas le sujet Quand aujourd'hui. vous voyez des éléphants. C'est pas l'heure surtout. Hein. C'est Bah, pas alors l'heure. PHP c'est simple pour tout le monde. On prend un novice, on lui fait programmer en langage PHP ou c'est un peu compliqué. Bah, est-ce que t'as déjà testé PHP? Non, moi tu sais, je suis resté au basique en 1981 avec le ZX81. Bah, Christophe, je te laisse répondre. Converti, monsieur. Donc, oui, à l'époque, le langage basique, c'était le langage, on va dire, phare pour réaliser des programmes. Oui. Le concurrent, c'était à l'époque du C. Donc, le C est toujours présent. Maintenant, on a à la place du basique, c'est du PHP. Le Mhm. PHP a sa propre syntaxe, donc qui se rapproche aussi un peu du basique, avec une interprétation, une syntaxe un petit peu différente. Mais facilement, on peut obtenir le même résultat, comme un Hello World, donc un bonjour, qui permet de faire rapidement, en quelques lignes de programmation, l'affichage d'un message. Donc après, on peut faire d'autres objets, d'autres évolutions. Mm. Ça prend un petit Mais, peu... comme utilité pratique, vous pouvez faire quoi un site je sais pas, moi, tu vois, je suis pas très calé au niveau programmation et tout ça. Donc Mais vous pouvez faire on peut quoi tout... avec ce langage-là On peut tout faire avec ce langage. On peut Oui. aussi bien faire un site web, une application métier, enfin liée avec quel que soit le secteur d'activité. On peut faire aussi bien, on peut même faire du café. Oui, Ah, raconte-nous ton Ah, oui. année. L'anecdote du café, j'adore. Elle est magnifique cette anecdote. Vas-y. Donc un jour, je me suis retrouvé dans une conférence, c'était à l'étranger, et il y a de ça déjà fort longtemps, et il y a une personne qui est arrivée avec une cafetière et un ordinateur. Et on lui a toujours posé la question, c'était PHP c'est bien, on peut tout faire. Donc ça c'est tout le monde le sait, on peut tout faire avec du PHP. Pourquoi il branchait sur la clé USB, c'est pas ça? Si, Il c'est bien branchait ça. sa cafetière sur le port USB. La cafetière était branchée directement par un adaptateur sur un ordinateur, donc oui, Oui. sur le port USB. Oui. Et le langage PHP permettait de contrôler directement la cafetière. Ah bah j'ai gagné alors, tu vois, j'ai trouvé la bonne réponse. C'est bien ça. Et, Tu dois avoir un éléphant gratuit. Hein. et à l'époque, ça a fait le tour de la planète et ça a fait beaucoup parler pour montrer que voilà, le PHP c'est facile à faire, c'est à manipuler très rapidement. Donc en quelques lignes de programmation, on voit le résultat sans vraiment recompiler, faire des opérations très compliquées. Mais par contre, directement, on peut obtenir le résultat grâce à ces programmations. Et c'est gratuit comme logiciel, c'est quel style de... C'est un langage qui est gratuit. Ah oui, d'accord.
Donc il existe... C'est open source. Hein, c'est open source, donc il est très facile d'avoir un environnement dans son ordinateur sans besoin de faire des recherches pour installer un serveur, une base de données, le langage, puisqu'il existe des AMP, c'est-à-dire des environnements embarqués. Tout prêt. Tout prêt. Plus qu'à installer, on a déjà notre base de données, notre interpréteur PHP. Donc dans les logiciels qui existent, il y en a aussi, quel que soit votre système d'exploitation, donc c'est-à-dire Linux, Windows, Mac. Donc ils s'appellent sous Windows on les appelle WAMP Server, EasyPHP. Sous Linux on trouve XAMPP, LAMP. Sous Mac ça s'appelle MAMP. Donc tout ceci ce sont des environnements. C'est un logiciel qu'on fait un setup, une installation, et on se retrouve directement avec le langage, le serveur, la base de données déjà préinstallée. Et qui est-ce qui a développé ce logiciel? Ce sont des... Le développement de ces logiciels ont été réalisés par des personnes qui ont trouvé que l'accessibilité du langage est déjà facile, donc des particuliers. Et puis après, il y a certains... Est-ce que c'est des Français? Est-ce que c'est des Américains? Alors, WAMP Server et EasyPHP sont français. Sont maintenus par des sociétés françaises. Hein. Oui. La base de tout le noyau PHP, qui a développé ça? Donc le créateur du langage PHP, il s'appelle Rasmus Lerdorf, qui est maintenant qui vit aux USA. Et il n'est pas tout seul à développer ce langage, puisqu'il y a une équipe complète qui est importante, puisqu'elle se trouve dans le monde entier. L'équipe, là actuellement, la dernière version, il y avait 70 personnes qui ont participé dans la nouvelle version de PHP, qui a permis de faire sortir une nouvelle version. Excuse-moi de vouloir changer de sujet, si c'est possible. Toi, t'es pas branché Diablo 3, par exemple? Pas du tout. C'est la fureur Diablo 3 en ce moment. Plus personne dort, plus personne mange. J'ai des actions chez Blizzard. Non, mais c'est une grosse sortie. Hein. Il y avait sur les Champs-Élysées là, une grande boîte à minuit. Là, il y avait une queue gigantesque pour acheter son premier truc et tout. C'est quand même... ça fait 12 ans qu'on attendait le jeu. Hein. Je sais pas si vous voyez. Enfin, moi, j'avais envie de parler un peu de ça. Mais bon, vous êtes plus dans la programmation, dans le hardware, plus que... Enfin non, pas de hardware, software, mais plutôt programmation, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, je suis plus, et c'est le thème de l'émission, que c'est plus orienté développement. Je vous remercie pour m'avoir laissé intervenir, et puis bravo pour votre émission, et à bientôt. Merci à toi. Ciao. Vous êtes bien sur Radio Ici Maintenant, 95.2 ou sur internet ici-et-maintenant.fr. Pour nous appeler, partagez votre opinion, le 08 92 23 95 20. Et nous sommes toujours avec Christophe Villeneuve. Est-ce que je peux rebondir sur la personne? Bien sûr. Donc, rebondis pas trop sur les murs, s'il te plaît. Donc l'auditeur parlait des environnements, dire comment l'utiliser facilement. Mais par contre, c'est bien d'avoir un environnement déjà préinstallé sur son ordinateur, mais après il faut chercher aussi les ressources, c'est-à-dire de l'aide. Oui, il faut avoir une doc quand même à un moment. Oui, parce que c'est bien d'avoir des outils gratuits, une technologie libre, mais il faut quand même savoir l'utiliser. Et l'apprendre, tout simplement. Et l'apprendre. Donc il existe vraiment des sites francophones, puisque il y a des sites langue anglais, il y a des sites français. Mais on va parler plus des sites français parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc il y a des forums comme PHP France qui est très actif. Il y a aussi une planète PHP qui regroupe, on va dire, l'ensemble des blogs et des acteurs qui font du PHP. C'est-à-dire qu'on retrouve dedans des tutoriaux, des aides en ligne, des liens qui permettent d'aller sur d'autres sites pour pouvoir parler de PHP. Il y a un autre site qui s'appelle développer.com qui aussi qui a une rubrique PHP. Donc on se retrouve avec beaucoup de ressources. Et bien sûr, après, il y a aussi des livres, des ouvrages réalisés par différents auteurs qui permettent, on va dire, de commencer à PHP. Comme ceci. Et puis après, bien sûr, vous avez encore les magazines pour pouvoir... Donc on se retrouve avec beaucoup de ressources.
et d'aide pour apprivoiser, on va dire, le langage. Mais la question, si par exemple, moi je ne connais pas PHP, est-ce que j'ai d'autres solutions ouvertes et gratuites pour pouvoir faire mon site? Alors, il existe d'autres langages, oui, pour faire du PHP. Enfin, pas que du PHP, mais les autres langages qui permettent de faire du web, ça s'appelle, il y a Python, il y a Ruby, mais ce sont d'autres langages, on va dire, open source, qui sont avec leur propre syntaxe, leur propre logique, qui est différente de PHP, qui est actuellement le plus déployé et le plus utilisé. Alors là, j'ai un auditeur au téléphone qui est Gérard. Bonjour Gérard, Bonjour. avec une Bonjour. question pour toi. Bonjour à tous. Je voudrais savoir par rapport au langage C, C++, est-ce que pour faire la même chose, est-ce qu'il faut moins de lignes avec ce langage-là ou que le C++? Pour faire la même chose. Alors, le C++ est de mémoire orienté objet. Donc, Oui. PHP depuis 2004, donc depuis PHP 5, gère gère l'objet. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec du C++ et du C, du C++ et du PHP, avec la capacité de pouvoir gérer de l'objet. La différence, c'est que le C on va être obligé de le compiler pour Oui. pouvoir l'exécuter et voir le résultat. Oui, oui. En PHP, on n'aura pas besoin de le compiler. C'est un interpréteur alors. C'est un interpréteur. Par contre, D'accord. la différence, c'est que le C, vous allez pouvoir faire certaines applications ou contrôler certains périphériques, que par le PHP, étant donné que c'est principalement orienté web, et la technologie, c'est pour le web, donc l'Internet, il ne faudra pas miser dessus pour pouvoir contrôler la dernière télécommande, enfin quoique... D'après mes souvenirs, le PHP, on peut le compiler. Après, on n'a pas forcément ce besoin-là. Bon, après, c'est vrai qu'on peut faire autre chose avec le PHP. Alors le PHP, par C'est exemple, pas fait pour. c'est pas fait pour, mais par contre, en niveau compilation, quand on prend par exemple un site Facebook, Attendez, je peux vous arrêter. Oui. Est-ce qu'on peut descendre au niveau de l'octet, au niveau de la couche de base, etc., et manipuler des octets, etc., si on veut? il existe des fonctionnalités qui permettent de manipuler des octets, du binaire, de l'hexadécimal. Et depuis combien de temps ça existe et pourquoi avoir créé un nouveau langage alors que le C++ donne tous les Alors, pas mal de choses. disons qu'on va dire Rasmus, donc le créateur de PHP, qui a réalisé ça en 1995, il voulait mettre son CV en ligne par le biais d'Internet. Et quand il a regardé, il a fait le tour des langages qui pouvaient être compatibles Internet, facilement utilisables. Et bien il s'est rendu compte que, à part, il y avait Perl, mais qui était avec des limites. Le C, ça allait très bien, mais c'était du local, mais ça n'allait pas pour faire du serveur, c'est-à-dire de la communication, de la connexion à distance. Donc il a décidé de créer son propre langage. Donc c'est orienté Internet. C'est orienté Internet. Donc dès qu'on veut faire de l'Internet, on peut faire du Java, du Flash, du Ruby, du Python, en différents langages. Mais le PHP, tenez qu'il lui faut un serveur. Les serveurs permettent de faire tourner Internet. Les serveurs, entre autres, on a du Apache. Il n'y a pas que Apache, mais il existe. C'est lui qui est le plus répandu actuellement. Permet de faire tourner facilement ce langage. C'est comme ça que PHP est vraiment orienté web. Mais si on veut vraiment... Donc, il n'est pas indiqué, par exemple, pour faire des développements industriels, en automatisme, des choses en électronique, de la robotique, etc. C'est pas ça qu'on va prendre. On peut faire, mais ça reste, on va dire, marginal. C'est pas le but premier de sortir de... Mais quand même, le PHP, si on faisait une comparaison assez rapide et pour mieux comprendre, c'est surtout aussi la facilité. Le C, il y a quand même le fait de mieux s'introduire dans le code sur les différentes couches, alors que le PHP, on peut avoir un résultat assez rapide. Et surtout, faut pas oublier une grande différence de paradigme entre le C et PHP, c'est qu'en PHP, on ne manipule pas la mémoire. On n'a pas besoin de faire d'allocation mémoire pour ces variables. Pas de alloc. Et non, mais c'est très important parce que quand on programme, c'est une des erreurs assez typiques des programmeurs de faire ce qui s'appelle des segmentation faults.
donc des dépassements de mémoire en C. Alors en PHP, on s'en fout totalement, on assigne nos variables, on manipule nos variables, on se préoccupe pas de la mémoire. Non, il n'y a pas besoin. Et puis surtout, ça permet aussi, c'est très performant, enfin disons, ça répond à une très forte, une massive, enfin, les serveurs peuvent absorber un très fort pic de fréquentation. Quel que soit l'événement du moment, si c'est en PHP, il y a des sites qui ont tenu, enfin les gros sites d'actualité, par exemple, il y a eu quelques années, il y a eu, c'est regrettable, mais la mort de Michael Jackson. Et la majorité des serveurs, il y en a certains contenus à la charge, et puis d'autres pas. Certains étaient faits en PHP, les autres étaient dans d'autres langages. Grâce à l'absorption et à la programmation des serveurs et du langage, ça permet de répondre aux attentes des utilisateurs. Donc ça a été développé très rapidement. Une fois que c'est... Donc vous avez dit on peut le compiler. Ça peut être un langage compilé ou interprété. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Alors bien sûr, la majorité des développeurs utilisent directement la partie interprétation. Donc on l'interprète, puisqu'on laisse la partie compilation aux personnes vraiment spécialisées qui vont gérer le serveur. D'accord, très bien. Bon, d'accord. Depuis combien de temps ça existe, parce que le PHP ? Le langage PHP a été créé en 1995. D'accord. Donc maintenant on en est à 12 ans. D'accord. Très bien. Et je voulais dire, dans les applications industrielles, on n'utilisera pas le PHP, il n'est pas orienté pour ça, pour des développements d'automatisme, des choses comme ça. Parce que c'est plutôt ma branche. On n'utilise pas le PHP dans l'industrie. Après, dans l'industrie, on sait très bien que les machines après sont programmées en assembleur, etc., ou en C aussi, mais c'est pas fait pour. Par contre, on peut toujours superviser ces machines directement par le biais de PHP à distance. Ça, c'est tout à fait possible et réalisé. D'accord. Très bien. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Gérard, à très bientôt. Salut, au revoir. Au revoir. Vous êtes bien sur Radio Ici et Maintenant 95.2 ou sur internet ici et maintenant.fr. Un seul numéro, le 08 92 23 95 et 20. Alors Christophe, on va un peu embrayer. Là on a fait pas mal de questions sur l'univers développement. On va parler un peu du marché du travail. On va faire une petite parenthèse sur le marché du travail des développeurs PHP. Donc déjà, moi la question qui me taraude... Y a-t-il des bons développeurs en France sur PHP ? Entre guillemets, tu vas me dire oui, parce que tu es là, ok. Mais est-ce que les réalisations sur le marché du travail sont à la hauteur des attentes ? Alors, est-ce qu'on a une bonne qualité au final sur le marché du travail ? Est-ce que les indépendants n'ont pas les doigts mal placés ? Est-ce qu'ils font quelque chose ? Quel que soit le langage, parce que là c'est... Est-ce qu'ils codent pas avec leurs pieds ? Quel que soit le langage, il y a des bons et des moins bons programmeurs. Par contre, non, ce qui est important de retenir, c'est que avec PHP, on a des outils qui permettent de réaliser quelque chose de bien. Entre autres, lorsqu'on s'appuie sur un CMS, donc un gestionnaire de contenu, ou aussi bien un framework, donc ce sont des briques déjà prédéfinies qui permettent de se baser et d'utiliser directement des briques vraiment bien conçues, de pouvoir réaliser quelque chose de bien fait. Après, lorsqu'on regroupe toutes ces briques pour réaliser un site web, il y a toujours des risques que le programmeur ait oublié des choses, ou mal interprété, ou n'a pas suivi les bonnes conventions qui ont été définies. Des conventions touchant la sécurité, des conventions touchant le codage. Il faut penser que le langage PHP, il y a des normes, quel que soit... Pareil, que la même chose qu'il existe pour les autres langages. D'accord. Juste pour préciser, ces histoires de normes, alors ça a deux raisons. Déjà, c'est pour la lecture du code. Quand notre petit camarade développeur revient dans 2 ans pour relire notre code, si on a écrit n'importe comment tout le code sur une ligne, c'est illisible, c'est inexploitable. Et deuxièmement, le fait de respecter des normes
engendre le fait qu'on peut éviter certaines erreurs facilement en fait. Ce sont, on appelle ça plus, on va dire, des conventions. Donc le nombre d'espaces, les accolades, les tabulations, toute cette définition, on va dire, de syntaxe qui peuvent être, entre guillemets, contraignantes au début, en vérité, sur le moyen et le long terme, c'est-à-dire les mois qui suivent et les années d'après, vous reprenez votre code et vous êtes capable de pouvoir le faire évoluer, le maintenir à la demande du projet. Parce que si vous faites, entre guillemets, on va dire du code de spaghetti, c'est-à-dire que le code, les lignes en dessous des autres, sans aucun espace, sans aucune syntaxe ou documentation aussi. Parce que c'est bien d'avoir du code réalisé un projet, mais si on documente pas, si on n'explique pas qu'est-ce qu'on a fait, Mais il n'a aucune valeur. c'est bien ça. On est un petit peu coincé, surtout pour 6 mois après, qu'on est obligé de retomber dedans, pour pouvoir dire ah ben c'est là le problème, on va rajouter quelque chose pour pouvoir améliorer notre projet. Donc il faut penser que cette convention de nommage est très importante. Bah, je vais faire un petit peu toujours ce que j'aime bien faire, c'est l'avocat du diable. Je comprends rien du tout à PHP. Hein. Mais aujourd'hui, effectivement, tu m'as parlé de solutions CMS comme WordPress ou Drupal ou voire Joomla. Mais par rapport à ça, moi, j'ai pas forcément ces connaissances-là. J'ai un projet qui est, on va dire, d'envergure et j'ai besoin de trouver un développeur pour m'aider. Comment je fais aujourd'hui ? Sachant que bon, je représente par exemple une association qui a besoin de développer, on va dire, sa communauté. Hein. Donc pour trouver un bon développeur, il existe, il y a des sites prévus pour ça. Entre autres, PHP France a une rubrique en niveau recherche, en niveau... Après, c'est vrai qu'on a le risque de tomber sur quelqu'un qui n'est pas compétent. Donc après, c'est beaucoup aussi bouche à oreille, ou aussi venir aux événements open source, où que PHP est présent. Comme le mois prochain, il y a le salon Linux, Solution Linux, où que l'AFUP sera présente, donc la session de PHP, où que là, il y aura des personnes, des développeurs compétents, pour répondre aux attentes. Bah, non, par exemple, comme par exemple, là j'avais participé il y a quelques temps d'ici à un rassemblement Drupal. Donc, c'était une espèce de réunion où là on pouvait échanger nos cartes, d'ailleurs c'était un fait, mais c'était plutôt échanger des conversations sur du code, c'est-à-dire avec des indépendants, des freelances ou même des sociétés. Donc parle-moi un peu plus de ça, parce que ça c'est intéressant pour les développeurs qui nous écoutent aujourd'hui, les auditeurs, qui sont peut-être intéressés de vivre ça, comme moi je l'ai vécu. Hein. Alors, côté CMS, donc gestionnaire de contenu, WordPress, Drupal. Donc Drupal, c'est le secteur que je connais le mieux, puisque je suis impliqué dedans. Donc la semaine prochaine, il y a le Barcamp Drupal à Lyon. Donc c'est le Drupal Camp. Ça permet de côtoyer directement les développeurs et ceux qui participent dans ce CMS, dans cet outil. Mais il existe aussi, comme la semaine prochaine, bon par contre il est déjà complet, un événement parlant de CMS, donc avec des personnes compétentes pour parler de ces outils, donc Joomla, WordPress et Drupal. Ce sont des informations qui sont directement reliées par les sites web. Donc ce sont des événements qui se font en France, un peu partout dans toutes les villes, qui permettent directement de côtoyer et de rencontrer des développeurs et des indépendants et des professionnels qui, eux, font ça toute la journée et qui sont vraiment très compétents. Mais c'est quoi ces échanges vous allez vous échanger des parties de code source, vous allez vous échanger des astuces, comment s'intégrer. Par exemple, moi je suis un freelance, j'ai besoin de trouver des clients parce que je suis devenu auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des sites aujourd'hui comme on peut citer le site 1, 2, 3 Presta par exemple, ou le site Coder ou voire Prog Online. Est-ce qu'il y a des échanges aussi là-dessus, comment s'en sortir ? Aujourd'hui, moi je suis un freelance, j'ai envie de m'en sortir, je suis quand même un très bon développeur. J'aime bien mon statut de freelance. Qu'est-ce qui se passe ? Donc les développeurs indépendants ou les personnes qui souhaitent obtenir directement, réaliser un site web, peuvent passer par ce biais de site. Donc les indépendants ont aussi des cartes et des vitrines à partir de ces sites-là, mais ils sont aussi visibles, ils se déplacent directement auprès des rendez-vous proches. C'est-à-dire qu'au lieu de discuter par le biais d'Internet ou par des personnes interposées,
autant être présent auprès de ces rendez-vous, ces événements, on va dire, un peu locaux, qui permettent de rencontrer directement, peut-être que votre voisin, il va répondre à votre demande, ce qui vous permettra d'éviter d'avoir à solliciter une autre société ou une personne qui se trouve à 300 km, mais vous l'avez là, proche de vous, et avec directement la compréhension, et il connaît votre secteur d'activité, puisqu'il est juste à côté de vous. Il y a ça, mais aujourd'hui, si moi en tant que développeur ou même en tant que client, parce que tout à l'heure j'ai pas client, on va dire plutôt en tant que personne qui a un besoin pour son association, c'est pas forcément évident de trouver en proche. Après, peut-être vous avez des solutions, mais il y a ce genre de site. Bon, alors on va faire une petite pause. Parce que je pense que de l'autre côté, vous devez avoir un peu chaud aux oreilles. J'ai super chaud, moi. Ouais. Donc, alors là, je vais faire une petite pause musicale avec une spéciale dédicace à un musicien de la scène démo qui s'appelle Maf. Et on se retrouve dans 5 minutes. Vous êtes sur la radio ici et maintenant, vous pouvez intervenir dans le cadre de notre émission Cyberculture, donc vous pouvez nous appeler au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, donc pour poser vos questions à Christophe Villeneuve dans le cadre de l'open source PHP et tout ce qui concerne le monde du logiciel libre.
Vous avez écouté la musique de MAF, vous pouvez retrouver sur maf464.com toutes ces musiques. Et maintenant vous allez écouter un morceau de Grevok du site internet grevok.com, grevok.com. Vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2. Vous pouvez intervenir dès à présent au 08 92 23 95 20, au 08 92 23 95 20. Et aujourd'hui nous recevons Christophe Villeneuve. Rebonjour à tous. Rebonjour. Rebonjour. Oui, nous sommes là. Oui, rebonjour à tous. Alors, on va continuer notre petite investigation. On va plus partir sur les questions sécurité et les questions économiques liées à PHP. Donc, PHP, c'est assez démocratisé. Il y a énormément d'applications grand public Web 2.0. Donc, pour noter, Facebook est fait en PHP, essentiellement. Bien sûr, il y a d'autres trucs qui se greffent par-dessus, mais c'est fait essentiellement en PHP. Et on se pose la question, est-ce que open source n'est pas synonyme de danger, parfois ? N'importe quel type de logiciel ou de langage est déjà un danger. Enfin, c'est un grand mot. Mais par contre, suivant comme c'est programmé, il y a toujours un risque de faille, de petite porte qui va laisser ouvert auprès de personnes qui sont plus ou moins mal intentionnées pour modifier ou dériver l'utilisation du projet. Le web, il est encore un peu plus ouvert, donc on se retrouve avec on va dire des risques de failles de sécurité, de prise de contrôle de votre site, aussi qui sont aussi importants qu'une application propriétaire. Donc, par exemple, tu as un exemple, tu nous citais en off tout à l'heure, l'exemple du site Adopi. Tu peux nous en dire un peu plus sur justement ces subtiles nuances de danger ou pas danger selon qui installe la chose et qui fait la chose en fait. Donc en niveau sécurité, bon là c'est ce site-là, donc le contenu, bon on va pas revenir sur le contenu, mais en niveau technologie, on va dire que les développeurs ou ceux qui pensent à réaliser un site correctement, il faut penser à toute l'approche visible, accessible auprès des utilisateurs et des internautes. Donc il y a des failles de sécurité touchant, on va dire, le contenu, directement par votre barre de navigation, de tromper l'œil, de faire comme si c'était un vrai site, mais ce n'est pas vraiment un vrai site. Donc là c'est du patching. Entre autres, l'accessibilité par le biais du contrôle des données saisies et enregistrées. Donc il y a d'autres techniques qui permettent, on va dire, d'envoyer des mauvaises
intention ou de tromper l'œil ou modifier le contenu du site, lié directement entre autres par la barre de navigation, lié par les sessions, les cookies, enfin tout ce qui est possible d'être, on va dire, qu'on peut vous tracer. Tous ces contenus, toutes ces valeurs peuvent être modifiés en temps réel. Bien sûr, un site internet, les développeurs doivent penser à tout ça, c'est-à-dire sécuriser, protéger le contenu pour, on va dire, respecter la vie de l'internaute. Ce respect, eh bien, s'il n'est pas correctement prévu ou du tout étudié, eh ben, peut provoquer le site tombe, n'est plus accessible, et ça fausse complètement la technologie ou l'utilisation d'un site web. Et on se retrouve avec un site vraiment, on va dire, qui n'est plus le but premier de communiquer des informations. Donc là, le site Adopi... Oui, qu'est-ce qui s'est passé sur ce site Adopi? C'est quand même un exemple concret, cette histoire. Alors le site Adopi, donc le contenu, c'est associé avec un texte de loi, donc là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Le contenu, il a été publié. Des personnes qui étaient contre ce contenu ou pas tout à fait d'accord ont voulu montrer leur désaccord en bloquant directement par différentes techniques, différentes approches, ce qui a permis, ce qui a obligé, entre autres, que le site web d'Adopi s'est retrouvé, on va dire, bloqué. Donc inaccessible auprès des utilisateurs qui voulaient prendre connaissance du contenu. Ce contenu, et après, la société Adopi a remis l'ancienne version qui était sécurisée. Parce que lors du basculement de ce site web à fort trafic et aussi d'actualité, eh bien, certaines études n'avaient pas été effectuées. Donc, on va dire... C'est dans la précipitation, ils ont mis une mauvaise version, ou ils n'avaient pas fait une étude d'impact. Tout n'a pas été réalisé comme il fallait. Donc là, la technologie n'est pas en cause. La technologie, quel que soit le langage, c'est plus, on va dire, il y a eu un attroupement lié au contenu. Bon, ça c'est une chose, mais la technologie, le principe d'attaque, le principe de prendre le contrôle, de modifier le contenu, n'importe quel site web aurait été aussi touché. Donc régulièrement, les moteurs de recherche sont impactés par des personnes qui veulent prendre le contrôle de leurs outils. Les réseaux sociaux aussi, pareil. L'an passé, je peux donner peut-être un exemple. Ouais. L'an passé, Google s'est trouvé, donc le moteur de recherche très répandu, s'est trouvé directement bloqué pendant 2 heures à cause d'une série d'attaques. Parce que certaines personnes ou sociétés, on ne sait pas, ça n'a pas été annoncé, on ne sait pas du tout, mais ça a été dévoilé comme quoi il y avait quelque chose et ça a bloqué la société, donc le moteur de recherche. Pendant 2 heures, personne ne pouvait utiliser le moteur, le temps que le problème soit résolu. Après, le problème a été résolu et ça a été de nouveau accessible. Donc quelque part, c'est sûr, c'est génial, c'est extraordinaire au point de vue open source d'avoir l'accessibilité à tous ces outils qui sont formidables à première vue, mais derrière, comme on a pu le décortiquer et l'analyser, c'est quand même un danger. C'est-à-dire que même le plus gros de chez gros du web a connu ce problème. Et aujourd'hui, quelque part, on ne devrait pas aller vers plus une solution d'un code fermé pour éviter ce genre de problème. Alors, non, moi je pense que le code ouvert est indispensable, ce qui permet de faire évoluer le langage, la technologie. Ces technologies, même s'il y a des failles ou des mauvaises interprétations du code, peuvent être corrigées parce que certaines personnes, initialement plus ou moins mal intentionnées ou bien intentionnées pour corriger les problèmes, vont apporter, on va dire, une brique supplémentaire. Ce qui va permettre, on va dire, d'avoir une réactivité plus rapide. Qu'un logiciel, on va dire, fermé, il faudra suivre un processus qui sera très long et bien sûr, à terme, peut-être pas du tout corrigé. Dans 2 ans,
la faille sera toujours présente. Par contre, un logiciel, on va dire open source ou libre, va pouvoir subir rapidement un correctif parce que la communauté sera présente. Et en niveau image de marque, en niveau implication, étant donné que la communauté est toujours très réactive, de jour comme de nuit, eh bien, ils sont là pour corriger le problème. C'est comme ça qu'on peut rapidement répondre, on va dire, que le langage open source répond aux attentes des développeurs. Alors, par exemple, dans tout ça, moi j'ai pu voir chez des fournisseurs, chez des hébergeurs, ou même tu m'en as parlé tout à l'heure quand on était en off, tu me parlais de Facebook en disant qu'ils ont modifié d'eux-mêmes le code source de PHP pour pouvoir mieux avoir la main, déjà, ça c'est un fait, mais pour le personnaliser au sens de la sécurité, déjà, je pense, premièrement, pour éviter tout dérapage. Alors, il y a Facebook, donc la version qu'ils ont recompilée, c'est XHP, c'est-à-dire que c'est une version légèrement corrigée pour répondre au niveau montée de charge, que ça économise en niveau énergie et nombre de serveurs. Bien sûr, ils ont appliqué dessus des correctifs en niveau et puis des patchs supplémentaires pour en niveau sécurité, anonymat, enfin vie privée, parce que c'est important, c'est un des réseaux sociaux très répandus à travers le web, donc il est important de respecter la vie privée de chaque personne. Et par ce biais-là, les sites, on va dire, vitrines qui sont assez visibles à travers le web, sont obligés de suivre une politique, on va dire, assez stricte pour pouvoir respecter l'anonymat, être au courant des dernières trouvailles en niveau hack, protection, la sécurité, pour éviter d'avoir des problèmes, parce que c'est leur image de marque, mais c'est aussi du business derrière, c'est d'autres compagnies qui vivent auprès de ces réseaux sociaux, il y a beaucoup d'impact. Donc si eux rencontrent des gros soucis, ça impacte énormément une partie de l'écosystème. Donc grâce, on va dire, à une technologie libre, des développeurs qui vont répondre très rapidement auprès de ces langages, eh bien, c'est comme ça qu'on peut retrouver du langage libre, vraiment très dynamique, et qui va répondre aux attentes. Moi, j'ai une petite précision par rapport aux bugs. Donc faut pas se mettre dans l'idée que le développeur est nul, fait des bugs, un développeur bon ne fait pas de bugs. C'est entre guillemets, quel que soit le niveau du développeur, à force d'écrire du code, on fera entrer des bugs. Par exemple, des cas non prévus par le code, et un jour un utilisateur fait le cas non prévu, là on a possiblement un bug. On peut aussi avoir entre guillemets, donc ça c'est un bug de fonctionnement, on peut aussi avoir des bugs fonctionnels. Par exemple, on est sur une appli de carnet d'adresses, et ben au lieu d'afficher notre contact, il nous affiche notre répertoire Windows, un répertoire Windows, ça c'est un bug. Donc il faut bien faire attention à ça, les bugs peuvent s'immiscer même si on est bon. Et c'est pour ça, entre guillemets, moi je milite, faut pas taper toujours sur les développeurs en nous spiant devant son PC, oh c'est de la merde, ça plante, il y a un bug. Oui, mais le métier de développeur, c'est un peu comme le métier d'écrivain, on est obligé de reprendre son texte assez souvent jusqu'à avoir une version définitive ou pseudo-définitive. Et surtout, le plus important, optimiser. Optimiser, bien sûr, oui. Faut pas que ça rame, comme on dit. Ouais. Non, bien sûr, il n'y a pas que, on va dire, l'intention du développeur qui va regarder son code. Il existe des outils qui permettent d'aider le développeur à repérer des dysfonctionnements ou des erreurs de syntaxe ou des erreurs pour X ou Y. Donc il existe des outils liés au bug tracking, pour des Xdebug qui permettent de débugger en ligne, qui permettent d'analyser, de simuler des déploiements, de simuler, on va dire, des tests fonctionnels pour vérifier que tous les liens vont marcher. Et non qu'on va pas se retrouver, lorsqu'on va mettre une nouvelle version à jour, d'avoir un lien qui est cassé et qui bloque l'application. Ce qui est très dommageable. Ouais, exactement, enfin, faut faire attention, quoi. Et toujours dans ce petit microcosme, donc bon, on a vu Microsoft, c'est pas forcément plus sécurisé parce que c'est propriétaire, donc faut faire attention à ça. Donc si un jour vous achetez un produit, vous utilisez un produit, faut pas forcément se fier à la campagne marketing qui dit que c'est le plus sécurisé, etc., etc. Ça n'a pas forcément grand chose à voir au final. Et oui, vu que le code source il est ouvert, entre guillemets, on peut le patcher plus vite, mais justement, est-ce que c'est pas justement plus facile à pirater, et au final
Enfin, c'est... Bah, entre guillemets, on lit le code source de base, donc on a notre plan en main, on arrive sur le site, on se dit bon bah ici ça a l'air d'être pas très costaud, on va essayer de faire ça parce que j'ai lu ça. Alors, pour ma part, même qu'on peut lire le source, il faut déjà le comprendre. Ouais, déjà. Donc il faut avoir certaines compétences et même certaines connaissances. Après, pour déceler une faille ou un problème à tel endroit par rapport à un autre, ben les développeurs se basent sur l'outil. Donc moi, la préconisation que je peux dire, c'est d'utiliser les dernières versions possibles et inimaginables. Donc PHP, il faut utiliser la dernière version. Donc s'il y a une nouvelle version qui sort avec des corrections ou même avec un CMS, lorsqu'il y a une nouvelle version qui sort, il faut la mettre à jour. Comme ceci, les trous de sécurité ou les risques d'anomalies, de bugs, de tout ce qu'on peut appeler de dysfonctionnement d'un site web, si vous le mettez régulièrement à jour, vous n'avez pas de risque, on va dire c'est de la maintenance. C'est comme si vous prenez votre voiture et puis vous dites ouais c'est bon, je peux rouler, alors que dans le réservoir il est quasiment vide. Et pour vous, vous dites non c'est bon j'en ai assez, alors qu'en vérité si vous le remplissez pas, ben, vous allez être à un moment donné coincé. Là c'est un peu imagé, mais le web c'est pareil, c'est que si vous ne tenez pas au courant, si vous n'êtes pas au courant des dernières versions, si vous n'êtes pas assisté ou vous appuyez pas sur les dernières versions, ben vous risquez d'être confronté à ce risque de soucis de prise de contrôle ou de dysfonctionnement du site. Toujours en revenant dessus, moi je comprends rien à PHP, voilà, et à un moment donné, je vais pas forcément me plugger en disant bah tiens, il faut que je mette à jour tel module, il faut que je mette à jour le module PHP parce qu'il y a une faille. J'ai installé un CMS chez un hébergeur quelconque. Moi je constate avec par exemple WordPress que c'est sympa parce qu'il nous propose la mise à jour avec les derniers upgrades, et même Google, lorsqu'il scanne le site, nous dit attention, votre version a des failles potentielles. Donc quelque part, il y a quand même de l'automatisme aujourd'hui. Oui, Drupal c'est pareil. On se retrouve avec, lorsqu'on accède à la partie interface, donc qu'on veut remplir le contenu, de plus en plus, même c'est quasiment partout, on se rend compte que ces applications, ces outils, vous signalent comme quoi il y a eu une évolution. Ça évite que c'est vous qui fassiez la recherche, mais c'est l'outil qui vous informe qu'il a subi une mise à jour, ou il doit effectuer une mise à jour importante. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer et valider le choix. C'est comme ceci, votre outil sera toujours maintenu sans être tributaire de quelqu'un ou d'aller chercher l'information extérieure. Entre autres, WordPress, Drupal répondent à ce même Joomla, pareil, ou les autres CMS ou frameworks répondent à ce type d'informations pour pouvoir vous tenir au courant. Donc si vous êtes intéressé par exemple d'utiliser WordPress, vous pouvez aller sur wordpress.org, sinon vous tapez sur Google WordPress. Donc là, comme tu as dit, après on peut installer en local avec un logiciel qui s'appelle, donc il y a le WAMP Server, qui est pas compliqué d'installation, et vous pouvez donc commencer votre premier blog par exemple. Là on va rebondir dessus parce que là on parle de code, etc. Ça fait un peu mal à la tête pour les gens qui comprennent pas, et on parlerait même chinois quelque part. Bon, c'est toujours cette expression là. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à des gens aujourd'hui, parce qu'on là on parle de besoin d'expression. Hier c'était dur d'avoir son propre site. Quand je parle de dur, c'est parce que les CMS n'étaient pas encore mis en avant. Et aujourd'hui, on a cette possibilité de pouvoir s'exprimer. Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui n'y s'y connaissent franchement à rien à PHP? Tu leur pètes le cerveau avec l'interprétation, le MySQL, etc. Qu'est-ce que tu leur proposes dans la pure des simplicités? Dans la pure simplicité, donc, on va dire... le choix Qu'est-ce que tu proposeras à Thomas et à moi si on a besoin de faire un blog par exemple? Parce qu'on est vraiment nuls, mais on comprend rien. On n'a jamais fait d'informatique de notre vie. Comment fait-on? Ouais. Et on m'a même dit de débrancher le câble de mon ordinateur tellement que j'étais nul. Pour réaliser votre blog, moi j'aurais plus tendance à dire utiliser Drupal. Et pourquoi pas WordPress? WordPress peut répondre à ce genre d'attente.
si vous basez vraiment juste à faire un blog. Mais lorsque vous voulez rajouter de la vidéo, lorsque vous voulez l'associer, on va dire le rendre un peu plus interactif, parce que les blogs c'est bien, il y en a partout. On en trouve dans tous les sens. Mais des blogs, on va dire, dynamiques, qui évoluent rapidement, ou qui soient, on va dire, un petit peu plus originaux ou différents de ce que l'on peut trouver, ben WordPress, pour moi, a une vision de rester plateforme de blog. Donc lorsqu'on veut l'élargir, par exemple rajouter un petit catalogue, rajouter des liens plus à la YouTube ou Dailymotion, enfin des liens vidéo, ou avec des players, ben c'est beaucoup plus contraignant, parce qu'il faut rentrer un peu plus dans le code. Alors, si vous êtes artiste, musicien, vous avez besoin de vous exprimer, je vous conseille de nous appeler dès maintenant, parce que Christophe Villeneuve peut vous conseiller. Donc appelez le 08 92 23 95 20 et Christophe vous fera une joie de vous proposer quelques solutions. Ah, une petite question sur le chat là en attendant. Alors, une question de W, très pseudo, très original. Alors, comment avoir un blog simple gratuit sans qu'il y ait un .wordpress, .tumblr ou un autre truc du style, avoir un blog avec une adresse du genre monblog.com? Donc concernant sa nom de domaine, donc lorsqu'on a un .wordpress, Thunderbird ou Spybot ou quel que soit, ça veut dire que le blog, le site que vous êtes présent, il est directement sur une plateforme de blogging. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui proposent le partage de blogs. Donc vous créez votre compte et on va dire en 10 minutes vous avez créé votre blog sans rien faire. Par contre, vous n'avez pas le choix sur la mise en forme. La mise en forme est liée avec le contenu de l'hébergeur directement. Donc vous allez être coincé, on va dire, en niveau nom de domaine, les extensions, les couleurs, l'habillage, la présentation. Pour avoir directement un nom de domaine propre à soi. Donc le nom de domaine, je rappelle, c'est l'achat de votre identité numérique, votre .com, votre .be, votre .fr, etc., etc. Donc il existe des sites web qui permettent de déposer un nom de domaine. Certaines sociétés proposent aussi un espace d'hébergement, ce qui permet d'associer le nom de domaine, donc votre nom de domaine, celui de votre choix, directement avec un hébergeur. L'hébergeur, c'est un hébergement mutualisé, c'est-à-dire que il est partagé auprès d'autres personnes, mais il n'y a que vous qui pouvez accéder dans votre espace. C'est-à-dire, c'est une brique que vous louez. Vous payez par contre un petit quelque chose tous les mois, alors que les plateformes de blog, lorsque vous avez un .wordpress, un .blogspot ou autre, ben là c'est gratuit. Par contre, vous avez des contraintes liées avec la compagnie qui vous héberge. Lorsque vous avez votre propre nom, donc vous mettez dessus un CMS, donc un gestionnaire de contenu, un WordPress, un Drupal ou un Joomla, et dessus, vous le paramétrez comme vous le sentez. Donc pour répondre entre guillemets à la question de W, l'histoire du monblog.com et l'histoire du blog, c'est deux questions différentes. C'est une fois que tu as ton blog hébergé n'importe où, entre guillemets, une fois que tu achètes le bon nom de domaine, rien ne t'empêche de le faire pointer vers ton blog après. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, pour les 20 dernières minutes, on va parler économie un peu. Donc, est-ce que le logiciel libre permet de réaliser des économies à long terme? Vu que ça fait longtemps que tu œuvres sur le sujet, tu as dû voir des sociétés qui se cassent la gueule, d'autres qui montent, et tu as pu sûrement faire des comparaisons avec des produits Microsoft, par exemple. Bon, je vais me faire encore des amis, mais... allons-y. On est entre nous, t'inquiète pas. Donc, on va dire que un logiciel libre ou un logiciel open source, même que, on va dire, la licence est gratuite, il y a quand même un coût. Le coût, il faut des développeurs spécialisés qui connaissent cette technologie. C'est pas, on va dire, lorsque vous prenez un logiciel propriétaire, il y a des développeurs, une compagnie, donc un produit Microsoft, Adobe, ou autre, ou Oracle, vous allez le payer, vous allez le développer, vous allez l'utiliser. Par contre, lorsque vous voulez utiliser un logiciel open source,
donc avec les sources libres d'accès, vous allez être obligé de faire appel à des personnes compétentes dans ce secteur. Et même que le coût d'origine, on va dire, il est gratuit, mais il faut quand même des personnes compétentes pour pouvoir comprendre, le faire évoluer et le maintenir suivant vos besoins. C'est-à-dire, on arrive sur quelque chose de personnel, adapté à votre besoin. Et là, le coût n'est pas obligé d'être... ça dépend la durée que vous voulez mettre de maintenance ou d'évolution. Donc sur du très long terme, l'open source peut-être que sera un peu plus cher que le propriétaire. Par contre, si vous voulez de la communication, de la dynamique vraiment très rapidement, je dirais que l'open source est là pour répondre à votre attente. Parce que l'open source réagit très rapidement. Et au bout de 6 mois, peut répondre à la dernière tendance. Comme là, depuis quelques mois, enfin depuis quelques années, c'est le QR code. Oh, j'ai peut-être parlé de quelque chose... Ouais, les QR codes, grosso modo, c'est les espèces de carrés avec des petits carrés noirs à l'intérieur qu'on scanne avec notre smartphone et ça nous permet d'engranger une information comme ça. Et ça fait une redirection vers un site internet. Ouais. Oui. Et il y a aussi, on peut voir les QR codes dans le métro maintenant. C'est bien ça. On en voit assez souvent. Et ça, moi, j'ai pas testé, j'ai pas toutes ces petites machines pour lire. Hein. J'en suis pas encore là, malheureusement. Mais ouais, c'est sympa. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui utilisent ça. Donc, les langages open source libres, on va dire, utilisent déjà toute cette technologie. Les logiciels, on va dire, propriétaires, cette technologie est arrivée tout récemment, mais n'a pas été utilisée à l'origine. Donc on va dire que l'open source, les sociétés qui veulent rester toujours à la pointe, il faut, pour moi, utiliser le logiciel open source avec bien sûr des développeurs compétents pour pouvoir répondre aux dernières tendances d'utilisation. Alors là, j'ai un auditeur au téléphone, c'est W7 Killer. C'est parti. W7 Killer, yeah. T'es en ligne? Alors baisse ta radio aussi, hein, ce serait intéressant. Et parle plus fort. Allô, allô? Allô? Oui, tu peux baisser l'émission derrière, s'il te plaît? Oui. Parce que là, on est un peu dans les toilettes. Hein. Ah oui, d'accord. Alors je pose la question que je voulais... Oui, on t'écoute. Oui, ce que je voulais savoir déjà, c'est quel est le meilleur éditeur PHP, XHTML et puis CSS à utiliser. Déjà, quand on veut développer donc sous WAMP par exemple, faire un site par exemple avec Joomla ou Drupal, parce qu'il faut faire les pages, il faut faire les templates, il faut les modifier, etc. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Quels sont les meilleurs outils pour modifier tout ça et être sûr que c'est correct? Alors, en niveau outils, donc il existe des éditeurs. Ouais. Ces éditeurs, je ne vais pas en privilégier plus que l'autre, mais bon, il y en a 3 qui ressortent vraiment du lot. Ouais. Donc il y a PHP Eclipse, donc Eclipse PDT. Ouais, celui-là, j'ai utilisé, il est très très bon comme éditeur. Eclipse quoi? PDT? PDT. C'est un plugin pour Eclipse. En fait, Eclipse à la base, c'est l'IDE, donc le logiciel qui permet d'éditer du code. Oui. Et c'est un plugin Eclipse particulier que tu rajoutes dessus. D'accord. Il existe aussi NetBeans. Alors, NetBeans. Qui lui aussi à la base a un éditeur Java. On rajoute plugin PHP par-dessus. C'est bien ça. Il existe aussi donc PHP Storm. Alors, PHP Storm. Après, il en existe un autre, mais là qui est propriétaire, mais qui est aussi très bon. C'est Zen Studio, qui est vraiment Zen Studio. Z-E-N Studio. Z-E-N-D. C'est bien ça. Zoro. Ah, Zend. Zend. Zend Studio. D'accord. Donc les 3 premiers que je vous ai annoncés, donc Eclipse, NetBeans, PHP Storm, fonctionnent aussi bien sous Linux, Windows et Mac. Zen Studio fonctionne exclusivement que sous Windows. D'accord. Donc à partir de ces éditeurs-là, ils peuvent interpréter le gestionnaire de contenu, donc un Joomla, un WordPress, un
Drupal, tous ces langages, enfin tous ces éditeurs sont compatibles. D'accord. Donc ils peuvent ouvrir les pages PHP et vous pouvez ensuite mettre dedans, entre guillemets, les mains dedans D'accord. par le biais de l'interface directement et utilisable dynamiquement. D'accord. Et également pour le XHTML et le CSS, parce que j'ai vu qu'il y a ça aussi, que ça fait partie aussi de ce qu'il faut utiliser. Donc le XHTML c'est un autre langage, le CSS aussi, donc chaque éditeur que je vous ai donné Ouais. sont compatibles auprès de ces langages-là. D'accord. Après, dedans il y a une partie, un catalogue de plugins, d'extensions supplémentaires qui peuvent, ce sont des briques qui se rajoutent automatiquement pour pouvoir répondre à d'autres demandes. Donc le XHTML c'est du standard, mais de mémoire, si on veut mettre du SVN, enfin différents protocoles ou d'outils supplémentaires, grâce aux plugins qui sont disponibles dans ces éditeurs, vous pouvez les associer et directement vous retrouver avec cette option supplémentaire accessible. D'accord. Et alors, est-ce que dans ces éditeurs, il y a un débugger pas à pas pour vérifier, contrôler tout facilement, comme c'était le cas dans les langages de programmation, ou bien, bien c'est en aveugle, on fait un test, il faut faire un test avec WAMP Non, sous le plugin Eclipse, je suis sûr qu'il y a un débugger pour l'avoir utilisé. Ils ont tous des débuggers. Et Xdebug, c'est quoi? Il sert à quoi? Pour débugger quoi de WAMP? Xdebug permet de débugger, on va dire, du code PHP. PHP, ah oui. C'est pas du... Il va rentrer en complément par rapport aux éditeurs classiques. Ah oui. C'est-à-dire que si vous faites une erreur de point-virgule, l'éditeur va vous signaler comme quoi en fin de ligne, il vous manque votre point-virgule. Ouais. Par contre, si vous faites une erreur dans une fonction, l'éditeur n'est pas obligé de le voir. Et grâce à Xdebug, lorsque vous allez utiliser la fonction, il va vous dire là, à tel endroit, vous avez mis 2 variables, alors qu'il en fallait 3. Et donc, c'est-à-dire que c'est un éditeur qui va au-dessus, plus près du noyau, quoi. C'est une couche basse, on va dire. C'est ça. Ah oui, couche basse, d'accord, très bien. Qui permet de pouvoir, on va dire, rentrer plus en détail dans l'outil, dans le site proprement dit. Comme ceci, vous allez pouvoir déceler où se trouve le problème plus qu'un autre. Oui, d'accord. Donc effectivement. Alors, aussi, il semblerait que si on développe un site avec WAMP pour le débugger, pour le mettre au point, pour éviter d'avoir un site distant, on ne peut pas faire de réduction d'email. C'est la seule limite de WAMP Server? Ah non. Ou on peut quand même faire une redirection d'email? Alors, lorsqu'on parle d'email, il y a un paramétrage qui s'effectue, c'est dans php.ini. Donc c'est accessible par WAMP Server. Donc vous éditez le fichier et à l'intérieur, il y a une ligne marquée SMTP. Donc SMTP, c'est le protocole qui permet d'envoyer des mails. Ah oui. Et c'est là qu'il faut paramétrer avec votre fournisseur d'accès. Ah d'accord. Donc en fait, il n'y a pas de limite. On peut rediriger les emails et tout, on peut tout faire. On peut simuler un site complètement. Entièrement. Vous pouvez avoir votre site web en local. Local pour le mettre au point. Oui, avec l'envoi d'emails, avec par exemple, lorsqu'on s'identifie, souvent il y a marqué mot de passe oublié. Ouais. Lorsque donc vous avez votre login, votre mot de passe, et puis en dessous. Il faut envoyer un email pour le savoir. Voilà. Et par ce biais-là, lorsqu'on clique dessus, si vous le paramétrez correctement votre WAMP server, il va pouvoir directement vous simuler comme si c'était en production. Ah oui, effectivement. Comme ceci, vous recevez directement votre email vous recevez un email avec votre identifiant et le mot de passe du site. Ce qui est très utile pour pouvoir effectivement. avoir accès, ce qui évite aussi surtout d'aller dans la base de données et puis de le faire manuellement. Oui, bien sûr, oui, effectivement. Et est-ce que, une fois qu'on a mis au point, est-ce que, par exemple, si on prend chez OVH un site mutualisé qui est pas cher, même les versions avec 500 gigas, c'est relativement pas trop cher, est-ce que le serveur Apache qu'il y a dessus
Et tiens, la charge pour un site, est-ce que c'est suffisant ou il faut un serveur dédié? À partir de quand il faut un serveur dédié? À partir de quand un hébergement mutualisé que propose OVH, par exemple, qui commence à 30 € pour 25 gigas et ça va jusqu'à un peu plus pour 500, est-ce que ça tient la charge? Est-ce que l'Apache qui est là est compatible et comme Warm Server? Donc ça marchera pareil ou pas Alors, il n'existe pas que cet hébergeur, hein, il en existe beaucoup d'autres. Donc, je ne vais pas privilégier un hébergeur plus qu'un autre, mais lorsqu'on prend un hébergement mutualisé, il répond à une certaine attente. Donc, il va répondre, on va dire, à la majorité des sites web. Ces sites-là, mutualisés, vont, on va dire, il faut surveiller la fréquentation. Si vous vous retrouvez d'un seul coup avec des milliers, des centaines et des millions de personnes qui vont vouloir consulter votre site web, votre site va ramer et peut-être vous allez vous rendre compte qu'il ne sera plus accessible. Ah oui. Parce que le mutualisé répond à une certaine attente. Donc on s'en sert beaucoup pour, on va dire, un site vitrine ou pour faire une sorte de carte de visite. Ah oui, ou site de test. Ou site de test, ou aussi certaines contraintes liées avec des CMS vous obligent, si vous voulez faire un site marchand, donc un site de vente en ligne, il va répondre à une certaine attente, mais si votre site prend beaucoup plus d'importance, vous recevrez des alertes liées à l'hébergeur en vous disant attention, votre site, il prend trop de bandes passantes, il prend trop d'informations. Donc il est difficile de dire sauter sur un serveur dédié ou un serveur mutualisé. Oui, c'est en fonction des alertes qu'il faut le faire. Alors là, on va pas tarder à rendre l'antenne. Donc là, ce qu'il faut savoir aussi, l'émission de la semaine prochaine, ça sera antenne libre, mais sur tout ce qui tourne dans le domaine de l'informatique, la e-réputation, parce que j'ai eu un auditeur tout à l'heure qui était un peu pressé, il pouvait pas passer à l'antenne parce qu'on était un peu juste. Donc on parlera de e-réputation, comment nettoyer tout ça, etc. Tout ce qui tourne autour. Donc Thomas, c'est un peu le programme de la semaine prochaine. Oui, ça va être grosse antenne libre. On pourra revenir aussi sur les interviews qu'on a passées la semaine passée de Jean-Marc Manac et du Parti Pirate. Parler aussi de la vie privée, de la confidentialité, de l'introduction en bourse de Facebook et tant d'autres choses. Bref, antenne libre, venez avec votre sac et parlez de tout ce que vous voulez. T'as un petit mot à rajouter Oui, j'ai un petit mot, donc merci de l'émission. Merci à toi. Et puis surtout. Aussi un grand rendez-vous le mois prochain qui s'appelle le Forum PHP. Donc vous pouvez y accéder par afu.org, qui permet d'avoir toutes les informations et de pouvoir venir nous rencontrer. Et puis aussi voir des acteurs et aussi des professionnels qui utilisent et parlent de PHP. Donc il y aura aussi des associations pour le forum. Il y a l'autre forum aussi au mois de juin, Salon Linux, donc solutionlinux.fr, qui permet aussi d'accéder. Donc là vous rencontrerez directement l'ensemble des communautés open source, logiciels libres, langage de développement, tous les acteurs majeurs. Donc c'est aussi un grand événement qui là par contre se déroule du 19 au 21 juin prochain. Donc là vous pouvez y accéder et c'est aussi ce salon là il est gratuit. Et Cyberculture y sera. Je Voilà. tiens à le préciser. Donc vous étiez donc dans l'émission Cyberculture sur la radio Ici et Maintenant 95.2 Donc moi FM. je raccroche alors. Oui, à très bientôt. À très bientôt. Je t'avais même oublié. Excuse-nous, à bientôt. Ouais, merci Allez, d'avoir à appelé. bientôt, merci. Ciao. Au revoir. Merci. Bye bye bye.